그죠? Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Pour le reste de l'après-midi, la Chambre souhaite entendre les observations des partis au sujet des prochaines audiences, et ce à la lumière de l'état de santé de Ieng Sary, qui est hospitalisé à l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique. Ieng Sary reçoit des soins à l'unité des soins intensifs. Tel qu'expliqué dans le rapport du médecin traitant de Ieng Sary en date du 21 septembre 2012, et le plus récent rapport sur les résultats du traitement prodigué à Ieng Sary. Rapport 642 en date du 28 septembre 2012. Voilà donc le sujet des débats de cet après-midi. Après quoi, nous procéderons à la lecture des paragraphes pertinents de l'ordonnance de clôture pour le procès 002/01. La Chambre souhaite ainsi informer les partis et le public des sujets pertinents pour les débats à venir avant de citer à comparaître les témoins sur ce sujet. L'accusé Ieng Sary a indiqué qu'il renonçait à participer directement pour la comparution de certains témoins. La Chambre demande maintenant aux équipes de défense, en particulier à la défense de Ieng Sary, si elle peut donner une estimation du temps dont elle aura besoin pour cette audience. Maître Carnavas. Merci, Monsieur le Président. J'imagine que vous parlez de l'audience de cet après-midi. Oui, ce n'est pas très clair. J'ai besoin de 5 minutes pour vous donner mes observations. Si c'est ce que l'on me demande, peut-être même moins. Le Président. Merci. La juge Cartwright a déjà indiqué au parti hier soir, j'ai laissé la parole à la juge Cartwright pour qu'elle explique au parti ce que la Chambre attendait d'elle pour les observations. Le moment est venu de formuler ces observations. Et pour que ce soit encore plus clair, je souhaite maintenant laisser la parole à la juge Cartwright pour apporter les précisions qui s'imposent. Et ce, avant que vous preniez la parole sur le sujet que j'ai déjà indiqué. La parole est maintenant à la juge Cartwright. La juge Cartwright. Afin de répéter et d'apporter plus de détails sur ce que la Chambre, de ce à quoi s'attend la Chambre pour cette audience. La Chambre, en effet, prévoit que des délais importants qu'il y aura des délais importants compte tenu de l'état de santé de Ieng Sary. La Chambre a déjà cherché à obtenir le témoignage d'experts du professeur Campbell, qui était le dernier expert à examiner Ieng Sary avant qu'il tombe malade. Nous lui avons envoyé le scanogramme et le rapport l'accompagnant, ainsi que les autres détails
médicaux et les rapports de mise à jour hebdomadaires. Nous devrions obtenir des recommandations du professeur Campbell sur les mesures que devrait prendre la Chambre pour obtenir des informations plus claires sur le diagnostic et le prognostic concernant l'accusé Ieng Sary. Nous prévoyons qu'il y aura des retards en attendant la résolution de cette question. Ce que nous cherchons à obtenir aujourd'hui, ce sont des observations de la part des parties sur la façon de procéder entre-temps, c'est-à-dire en attendant que nous recevions un diagnostic, un prognostic définitif. Comme je l'ai indiqué hier, la Chambre est très reconnaissante envers la défense de Ieng Sary pour ses renonciations de la présence de l'accusé pour certains témoins et la collaboration entre la défense et le bureau des coprocureurs pour rallonger un peu la liste des témoins à comparaître. Nous rappelons toutefois que c'est à la Chambre de décider quels témoins seront entendus, dans l'ordre dans lequel ils comparaîtront, et qu'il n'est pas très utile d'indiquer que certaines parties de la déposition d'un témoin seront acceptables et pas d'autres. Nous aimerions donc recevoir des commentaires, des conseils sur cette question, aussi des commentaires sur l'audience, sur les documents à venir, et si Ieng Sary entend comparaître pour cette audience. Il s'agit ici d'un exercice de planification du calendrier de façon la plus efficace possible, tout en gardant à l'esprit qu'il y aura des retards inévitables, alors que nous essayons de composer avec l'état de santé de Ieng Sary. Maître Carnavas, je crois que vous êtes prêt à nous présenter vos observations. Et un seul conseil pour chaque équipe, je vous prie. Merci. Maître Carnavas. Merci, Madame la juge, pour ces précisions. Mais en général, un seul conseil de l'équipe de défense de Ieng Sary parle sur une question à la fois. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui remis une liste additionnelle de quelques 15 noms, je crois. Bien évidemment, c'est à la Chambre de décider lesquelles de ces personnes comparaîtront et dans quel ordre. En plus des autres témoins sur lesquels M. Ieng Sary a donné son aval, et c'est lui qui a décidé car nous ne décidons pas pour lui, nous savons bien que tout le monde comprend la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés, où nous avions renoncé, puis nous avions retiré notre renonciation. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec les coprocureurs sur cette question. Je pense que nous entendrons des observations de leur part à cet égard. Et nous avons trouvé une façon de faire pour les prochaines semaines. Nous avons, je crois, une idée des informations sur lesquelles déposera le témoin, les documents qui lui seront montrés. Puis, quelque chose était survenu qui n'avait pas été prévu, et cela nous a mis dans une situation plutôt vulnérable. J'ai donné des conseils au client, tout comme Maître Angoudon. Le client nous a par la suite remis sa renonciation, mais je ne veux agir sans le consulter ou lui faire courir quelque risque que ce soit. Je ne crois pas que nous aurons de tels problèmes. Il peut y avoir des situations, certes, où le nom de Ieng Sary ou sa participation alléguée sera soulevé, ce qui est imprévu. Je pense que l'accusation en parlera en se fondant sur la conversation que nous avons eue avec eux. Nous serons sûrement en mesure de composer avec une telle situation et il serait possible de faire comparaître un témoin nouveau sur un détail très précis, mais je ne vois donc pas de problème. Au sujet des documents maintenant.
En consultation avec M. Yang Sari, l'accusé nous a donné son feu vert pour que nous allions de l'avant. Donc, avec un peu de planification, je ne vois pas pourquoi il y aurait des retards dans l'avenir immédiat, dans les prochains mois. Pour cette dernière liste de témoins, nous sommes rendus à l'hôpital 4 fois pour passer cette liste en revue avec M. Yang Sari, pour nous assurer qu'il était à l'aise. Et finalement, vous avez remarqué, Maître Angoudon m'a quitté plus tôt hier, et c'était justement pour obtenir le document de renonciation de M. Yang Sari. C'était donc la 4e réunion que nous avions eue au sujet de ces noms. Nous apprécions bien sûr la patience de tous, et nous faisons de notre mieux pour ne pas retarder la procédure indûment, car nous souhaitons tous nous mettre au travail sans délai. Je vous remercie. Le président. Merci, maître. Qu'en est-il des 2 autres équipes de défense? Avez-vous quoi que ce soit à dire sur ce sujet? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, Madame le juge Cartwright avait noté hier que nous nous étions effectivement associés à l'équipe de Yang Sari quand elle avait indiqué que face à un nouveau document produit par les coprocureurs qui mettaient en cause son client, il était normal que le waiver, je ne retrouve plus le mot en français, soit levé et que on rappelle qu'il est important pour chaque accusé d'être présent à l'audience, de pouvoir être confronté à ces accusations et de pouvoir, c'est un élément extrêmement important, assister les équipes de défense dans le cadre de la préparation des interrogatoires. Ceci étant dit, il est évident que c'est M. Yang Sari lui-même qui est le mieux placé pour savoir quand il peut effectivement se permettre de ne pas être présent à l'audience pour tel ou tel témoin. Et c'est encore une fois en ce sens que nous avons soutenu la demande de M. Yang Sari. Nous rappelons évidemment les principes, les grands principes, parce qu'encore une fois, nous avons déjà eu à évoquer la question lors d'un problème similaire. Nous sommes avocats de la défense, susceptibles de nous retrouver un jour dans la même situation que nos confrères de l'équipe Yang Sari, et il va de soi que ces grands principes doivent pouvoir toujours être appliqués. Un point peut-être qu'il est important de souligner aujourd'hui, je rappelle que dans notre réponse à la demande des coprocureurs concernant l'entretien avec un TCW 428, et c'est notre réponse E233/2, je rappelle que nous nous étions opposés au versement de ce document en preuve parce qu'il a été présenté tardivement par les coprocureurs. Nous maintenons cette demande, bien que la défense de Yang Sari ait indiqué que dans la mesure où on n'utilisait pas des parties qui pourraient concerner son client, il n'y avait pas de difficulté à entendre le témoin. Mais en tout état de cause, la réponse que nous avons formulée dans notre document E233/2 reste la même en ce qui concerne la tardivité de la présentation de cette nouvelle audition du témoin. Donc je voulais que ce soit clair aujourd'hui pour les transcripts. Le président. Je vous remercie. Qu'en est-il de la défense de Nguyen Chea? Avez-vous quelque chose à ajouter? Maître Pao. Merci, Monsieur le Président. Nous serons brefs. Nous appuyons pleinement la position telle qu'expliquée par nos confrères de la défense de Yang Sari. Nous n'avons rien d'autre à ajouter? Peut-être qu'après que l'accusation ait pris la parole, nous aurions des commentaires additionnels. Nous n'avons toutefois rien à dire pour l'instant. Le président. Je vous remercie. Je laisse maintenant la parole à l'accusation.
Avez-vous des observations sur le sujet? Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, Conseil et tous ici présents. La question des retards importants est bien entendu une préoccupation tant pour l'accusation que toutes les parties, que la Chambre. La juge Cartwright avait tout à fait raison. La semaine dernière, nous nous sommes retrouvés dans une situation où il était possible que des retards surviennent dans l'avenir proche si l'état de santé de Ieng Sary ne s'améliore pas. De même, sur la question de déposition de témoins qui ne parleront pas directement de son comportement allégué, il a remis sa renonciation. Nous savons que la situation a changé la semaine dernière et cette semaine. En effet, une proposition a été remise à la Chambre et à la défense sur une liste de témoins de l'accusation. Et si l'accusé était d'accord pour la première et seconde phase des déplacements de population forcés, si la renonciation est remise pour ces témoins, cela signifiera que pendant un bon moment, l'on pourra entendre des témoignages, pendant que la Chambre attend de recevoir un prognostic pour Ieng Sary. Il est clair que il a été apte à comparaître devant cette Chambre jusqu'à présent, sauf pour faiblesse dans son état de santé récent. La Chambre a en effet souligné l'importance d'obtenir des rapports d'experts pour établir le diagnostic et le prognostic pour Ieng Sary de façon définitive. La Chambre l'a en effet remarqué. Si son état de santé s'améliore d'ici une semaine ou deux, ou s'il s'agit d'une situation qui pourrait durer plus longtemps. Et tant que nous n'avons pas ces renseignements, nous sommes d'avis, tout comme la défense, qu'il est important de poursuivre le procès. En particulier, lorsque l'on considère que Ieng Sary lui-même a permis que sa défense soit assurée par ses conseils alors qu'il est absent à l'hôpital. Ce qu'il dit, c'est que ses droits sont garantis et que le procès peut poursuivre. Pour ce qui est maintenant du nombre de témoins, sur la liste remise par la défense de Ieng Sary, témoins pour lesquels Ieng Sary veut bien qu'il comparaisse en son absence, c'est une vingtaine de témoins qui étaient sur la liste des témoins proposés par les coprocureurs sur le sujet des transferts forcés phase 1 et 2. De plus, Ieng Sary a renoncé à participer directement pour les témoins 126 et 389 et le témoin 186 aussi, pour lequel Ieng Sary a renoncé à participer, mais comme la Chambre le sait, n'est pas encore disponible. Ieng Sary est heureux d'être défendu par son équipe de défense en son absence lors de l'audience sur les documents de la semaine prochaine. Et il a aussi renoncé à participer aux autres présentations de documents. Je fais ici référence aux documents sur les structures militaires et les communications, les politiques, et aussi le débat sur les éléments de preuve pour corroborer, à savoir combien de déclarations peuvent être jugées recevables sans comparution du témoin. La défense de Ieng Sary l'a dit la semaine dernière, nous avons assez de
choses qui nous permettent de poursuivre jusqu'à Noël en l'absence de l'accusé. Nous calculons que c'est exact. Je viens tout juste de recevoir un document de la part de la Chambre qui vient tout juste d'être rendu. Il nous faudra quand même quelques instants pour le considérer. Mais sur la liste que la Chambre, enfin des personnes que la Chambre entend faire comparaître pour les transferts forcés, il semblerait qu'un pour un certain nombre, il semblerait que la Chambre ait décidé de citer à comparaître un certain nombre de témoins qui étaient sur la liste des témoins proposés par l'accusation. Il y a aussi la liste présentée par les co-avocats principaux pour les parties civiles, pour les évacuations forcées. Lesquels seront ensuite à comparaître, le temps le dira. L'équipe de défense de Yangsari a choisi de coopérer pour lesquels de ces témoins ne déposeront pas sur le comportement de Yangsari. Il est fort probable que les autres témoins proposés par les co-avocats principaux pour les parties civiles seront aussi de cette catégorie. Et si je regarde le nombre de personnes, nous avons assez de témoins jusqu'à Noël. On parle donc de plusieurs mois. Nous comprenons bien entendu les préoccupations de la Chambre en termes de planification. C'est un souci que nous partageons tous. C'est une chose de présenter des documents de renonciation et ensuite de les retirer. Maître Carnavas l'a évoqué. La situation dans laquelle nous nous retrouvons avec le témoin qui devra comparaître demain, c'était une situation imprévue tant par la défense que l'accusation. C'était une déclaration préalable consignée par un autre organisme qui comportait des détails sur Yangsari sur la période de l'après 1979. Après avoir examiné les informations, nous avons indiqué que de notre point de vue, le type de renseignements que l'on retrouvait dans cette déclaration sur le sujet de Yangsari après 1979 n'était pas, selon nous, nous ne disons pas que tout après 1979 n'est pas pertinent, mais ces renseignements étaient, selon nous, non pertinents et nous ne poserions pas de questions aux témoins sur ce sujet. Et sur la base de cela, la défense de Yangsari a réitéré le renoncement, ce qui montrait leur bonne foi. Pour ce qui est des témoins susceptibles de déposer sur les phases 1 et 2 des transferts forcés, la défense a présenté une liste de témoins qu'il faudra ou plutôt, Maître Yangsari a indiqué qu'il est peu probable que la renonciation soit retirée pour ces noms qui ont été proposés, car les crimes que nous alléguons, c'est-à-dire les transferts de population, enfin cela porte sur les transferts, mais pas sur les comportements de l'accusé. Nous jugeons donc qu'il est peu probable que ces témoins se présentent de cette façon. Si l'on se retrouvait dans une situation où un témoin mentionne quelques renseignements sur Yangsari qui n'est pas dans le procès-verbal de leur déposition, autrement dit, c'est une situation que personne n'aurait pu prévoir, eh bien, nous aurions plusieurs possibilités. Une possibilité serait de rappeler le témoin pour un contre-interrogatoire de 10 ou 15 minutes, une fois que Yangsari se sente mieux, et si cela n'est pas possible, l'on pourrait expurger de la transcription ces renseignements, ce qui garantirait les droits de l'accusé. Il est important, bien sûr, de garder à l'esprit que ces témoins n'ont pas été choisis sur la base d'une déposition sur les comportements
de Yang Sari. Madame, Messieurs de la Chambre, voici donc pourquoi nous pensons qu'il n'y aura pas de retard. La différence étant que la Chambre avait prévu que des témoins déposant sur les transferts forcés comparaîtraient plus tard, devront comparaître plus tôt. Voilà donc la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et comme la Chambre l'a toujours indiqué aux partis, nous ferons preuve de souplesse et nous passerons à cette étape de la procédure. Advenant une amélioration de l'état de santé de Yang Sari, l'on pourra faire comparaître des témoins à la fin de la partie sur les transferts de population, et ce, après la période des fêtes de Noël. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci. Le Président, je vous remercie. La parole est maintenant aux co-avocats principaux pour les parties civiles. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques observations dans l'intérêt des parties civiles qui, comme vous le savez, puisque nous l'avons dit la dernière fois, ont évidemment le souci que ce procès avance et avance de la façon la plus cohérente possible. Donc nous sommes évidemment d'accord sur l'idée de poursuivre avec des témoins et des parties civiles qui concerneraient davantage les transferts forcés. Nous avons pris connaissance de la liste proposée par la défense de Yang Sari. Mais je découvre moi aussi que la Chambre propose, enfin ne propose pas, mais avance une nouvelle liste de témoins et de parties civiles à entendre dans les prochains moments, et je suppose que la défense de Yang Sari va de nouveau devoir se prononcer sur cette liste qui est maintenant soumise par la Chambre. Donc j'espère que ce sera possible dans un temps relativement court, de telle sorte que nous puissions savoir qui seront les témoins et les parties civiles qui seront entendus dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous serons prêts puisque nous avons le souci de faire avancer ce procès. Et si je comprends bien, il semble que la liste de la Chambre contienne un certain nombre de parties civiles. Donc nous attendons de connaître la position de la défense de Yang Sari sur cette liste proposée par la Chambre, et je suppose que nous aurons peut-être une nouvelle discussion. Cela dit, je voudrais quand même attirer l'attention de la Chambre au nom des parties civiles sur le fait que cette situation est bien sûr insatisfaisante et qu'elle ne peut qu'être temporaire, puisqu'il y aura nécessairement des difficultés rencontrées, dont certaines ont été d'ailleurs évoquées à l'instant par la défense de Yang Sari et par messieurs les procureurs, c'est-à-dire le cas où un témoin parlera de Yang Sari ou bien un témoin amènera à évoquer Yang Sari, au moins par les parties présentes. Alors, au nom des parties civiles, je voudrais quand même rappeler que notre souci premier, à nous, c'est de savoir exactement ce qu'il en est de l'état de santé de M. Yang Sari, non seulement de l'inaptitude, mais aussi en termes de durée et de délai par rapport à ce qui sera possible et envisageable dans l'avenir. Les parties civiles ne reçoivent pas les rapports médicaux, n'ont pas reçu le dernier rapport, tout comme nous n'avions pas reçu le rapport sur lequel nous avons dû discuter il y a 10 jours. Donc je vous parle évidemment un peu dans l'abstrait, mais nous aimerions que la Chambre nous donne des renseignements précis sur ce qui a été demandé à M. Campbell, et nous aimerions aussi être rapidement informés de ce qui sera possible dans les semaines ou les mois prochains, parce que c'est quand même le problème fondamental, et c'est sans doute ce qui devra amener la Chambre à prendre éventuellement des décisions importantes. Donc pour nous, le fait d'évoquer des témoins et des parties civiles sur les transferts forcés dans les semaines qui viennent, c'est tout à fait acceptable, mais c'est une situation qui ne peut pas durer. Le problème principal étant de savoir ce qu'il adviendra par rapport à M. Yang Sari. Merci. Le Président, Madame la juge Cartwright, vous avez la parole. La juge Cartwright, pour répondre aux observations des co-avocats principaux,
Tout d'abord, je pense qu'il a déjà été expliqué aux co-avocats principaux que des informations médicales pertinentes ont été versées au dossier et sont accessibles à l'ensemble des parties. Deuxièmement, les informations fournies au professeur Campbell sont telles que je les ai résumées à l'instant. On m'a dit que le bureau de l'administration ne dispose pas encore du scanner de l'hôpital Khmeru soviétique. Nous avons demandé à l'administration de l'hôpital de transmettre ce scan de toute urgence. Troisièmement, de l'aide médicale est à la disposition des parties lorsque elles en ont besoin. Je précise que la Chambre continuera à faire de la sorte. Les parties civiles ne sont pas privées d'informations par rapport aux autres parties. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci. Monsieur le juge Laverne. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aurais personnellement une question à poser à la défense de Ieng Sary. D'abord, je la remercie pour les précisions importantes qu'elle a apportées aujourd'hui à cette audience, mais je crois qu'il est important pour la Chambre de pouvoir apprécier exactement quelle est la portée des renonciations auxquelles M. Ieng Sary consent. Lorsqu'il s'agit d'entendre un témoin, nous allons entendre un certain nombre de questions qui vont lui être posées, et la Chambre va apprécier si ces questions sont pertinentes. Et c'est là le standard, la norme qui est importante pour nous. C'est la pertinence des questions au regard de l'étendue du cas 002 par 1. Or, si je prends par exemple le cas du témoin qui va être entendu, qui devrait être entendu à partir de demain. Ce témoin est supposé témoigner principalement sur les structures militaires. Mais il s'avère que ce témoin peut avoir des informations relativement importantes à apporter sur un certain nombre d'autres points qui concernent le cas 002/1. Donc, ma question est la suivante, c'est est-ce que cette renonciation est conditionnelle? Jusqu'à quel point l'est-elle? Et c'est important pour nous parce que nous devons avoir un certain nombre de bases pour pouvoir établir un ordre du jour et un agenda pour l'audition des témoins. Voilà, j'espère que ma question relativement a été claire et qu'elle a pu être comprise. Merci. Maître Carnavas, merci. Juge Laverne. Permettez-moi d'expliquer le processus que nous avons suivi en étudiant la liste et en la passant en revue avec notre client afin d'obtenir cette renonciation. Nous avons passé en revue les témoins, leurs déclarations lors des auditions. Nous avons étudié les documents liés aux témoins. Nous avons étudié les parties du dossier qui pourraient éventuellement être mises en avant concernant ces témoins. Et là où nous estimions que M. Ieng Sary devra absolument être présent pour nous conseiller, nous lui avons conseillé de ne pas renoncer à sa présence. Mais bien sûr, nous lui avons laissé le soin de prendre la décision. Sachant que presque tous les témoins viendront ici pour nous dire « on nous a dit que l'échelon supérieur a fait ceci, nous avons entendu que les dirigeants ont fait cela ». Ce sont des termes employés souvent ici au prétoire qu'on peut interpréter comme faisant référence à Ieng Sary, mais nous devons être réalistes. En consultant avec M. Ieng Sary, nous avons passé en revue la liste de noms, nous avons étudié les résumés préparés par l'accusation concernant les éléments qu'il pensait mettre en avant. Il en va de même pour les parties civiles.
Nous lui avons parlé pour savoir s'il connaissait cet individu et s'il pensait que cet individu pourrait disposer des informations à charge ou à décharge. En ce qui le concernait, nous avons conseillé M. Yangsari et il nous a donné ses instructions et sa renonciation. Nous avons compris que tous ces témoins viendront ici déposer et faire une déposition complète. Ce sera au juge de décider de la pertinence ou non des éléments. Nous avons passé en revue les témoins pour identifier dans quelle mesure son témoignage serait pertinent. Si un élément inattendu devait surgir, c'est là où nous avons convenu avec l'accusation que, au lieu de retarder l'ensemble du procès, que nous pourrions entendre le témoin qui parlerait de ce sujet et puis éventuellement faire revenir le témoin une fois que nous aurons pu consulter M. Yangsari. D'après nous, cela ne devrait pas se produire fréquemment. Je doute que cela ne se produise très souvent. Pour ma part, et ce que j'ai conseillé à Yangsari, c'est que j'estime que, sauf cette réservation, la renonciation permet néanmoins d'interroger le témoin complètement, d'obtenir une déposition complète. Nous avons adopté la même position en décidant de ne pas renoncer à être présent pour certains témoins, où nous refusons la renonciation, point. Il y a de nombreux témoins qui sont cités à comparaître pour différentes raisons, par différentes parties. Monsieur Yangsari, en toute connaissance de cause, a consenti à sa renonciation. Nous avons d'ailleurs repassé en revue 3 noms de témoins avec lui pour s'assurer qu'il ait bien compris de quoi il s'agissait. Je ne sais pas si je réponds à votre question, je me force de le faire. Juste peut-être une clarification. Il va y avoir des questions qui vont être posées bien évidemment par les parties, mais aussi par les juges, puisque c'est un système mixte où les juges posent des questions, vous le savez. Donc, j'ai bien entendu que vous souhaitiez, en tous les cas, que vous acceptiez, que votre client acceptait qu'un témoin puisse être entendu le plus complètement possible dans la mesure où les questions sont pertinentes et que, éventuellement, vous solliciteriez que le témoin en question puisse revenir si il s'est avéré que cela était nécessaire pour garantir les droits de la défense de votre client. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Yes. Maître Carnavas, oui. Nous avons tout à fait compris que les juges peuvent poser des questions. Ils les posent, effectivement, tout comme dans d'autres tribunaux internationaux. Donc nous avons pris cela en compte. Surtout étant donné le fait qu'un juge peut poser des questions qui semblent aller au-delà des domaines qui nous paraissent pertinentes et aborder d'autres sujets. Nous le comprenons tout à fait. Si un sujet devait se présenter où nous, l'équipe de défense, estimait que les droits de notre client étaient compromis, je peux vous garantir que je serai le premier à me lever pour me poser. Je ne pense pas que la timidité fasse partie de mes qualités, en tout cas pas au prétoire. Je vous remercie. Une ultime clarification. Demain, donc, nous avons prévu d'entendre le témoin TCW 428. Quelle est la position exacte de la défense de Yangsari concernant ce témoin, puisque
est-ce que la défense d'Ieng Sary accepte que nous entendions ce témoin sur tout sujet pertinent concernant le dossier 002/1, ou est-ce que vous estimez que nous ne pouvons entendre ce témoin que sur les problèmes concernant la structure militaire? Maître Carnavas. Non, le témoin 4002/01. Ah, l'interprète se reprend. Le témoin pour le dossier 002/1. D'après donc ce que j'ai bien compris, nous avons renoncé à être présents pour ces témoins pour le cas 002/01. Et c'est ainsi que nous avons étudié la liste, que ces témoins comparaissent à des fins du dossier 002/01. J'espère et je pense avoir été clair. If there are no more further questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je m'assois. Le président, merci maître. Le président, je remercie l'ensemble des parties de leurs observations et commentaires. Concernant la suite des procédures et les difficultés de santé de l'accusé Ieng Sary, actuellement hospitalisé. Les juges remercient la défense de Ieng Sary, Maître Carnavas, des précisions et clarifications apportées en répondant aux questions posées par les juges. Comme précisé par la Chambre, afin de faciliter le calendrier des audiences à venir et afin de clarifier les faits imputés aux accusés et ceux à l'intérieur de la portée de la procédure du cas 002/1, troisième segment. Conformément à la règle 89 alinéa 1 bis du règlement intérieur, la Chambre demandera au greffier de la Chambre de lire les faits allégués à l'encontre des accusés tels qu'ils sont précisés dans l'ordonnance de clôture dans le document E121/7.2. Il s'agit des faits devant être lus devant la Chambre. Les extraits de l'ordonnance de clôture concernent certains paragraphes et ont été édités pour protéger des témoins. Madame la greffière, veuillez procéder à la lecture des extraits de l'ordonnance de clôture, à commencer par le paragraphe 118 à 149.
Allez-y.ផ្នែកទី5រចនាសម្ព័ន្ធយោធាកការបង្កើតកងទ័ព Section 5, structure militaire. La création de l'armée révolutionnaire du Kampuchea, paragraphe 113. L'armée révolutionnaire du Kampuchea, ARK, était une institution clé du Kampuchea démocratique. La politique du Parti communiste du Kampuchea comptait beaucoup sur la force pour la réalisation de ses objectifs, érigeant l'armée en composante essentielle de son appareil administratif. Dès le début, le parti considéra que pour se défendre, se libérer, il fallait utiliser la violence, que ce soit la violence politique ou la violence armée. Il fallait qu'il y ait une population qui soit armée. Bref, il fallait qu'il y ait une armée. Il fallait des armes et une armée révolutionnaire afin de protéger la population, la révolution et de riposter aux ennemis. Paragraphe 114. L'histoire officielle du PCK veut que ces forces armées naquirent d'une unité secrète des agents de sécurité. En 1968, ces forces furent transformées en unités de guerrilleros armés. Le 17 janvier 1968 marqua le lancement officiel de la lutte armée et la naissance de l'armée révolutionnaire du Parti communiste du Kampuchea. Le PCK prétendit ultérieurement que dès 1969, l'armée avait déjà toutes les conditions favorables requises. À certains endroits, dans les zones d'importance, il y avait déjà des compagnies et en grand nombre déjà, en plus. Et à d'autres endroits, il n'y avait que des sections, des groupes et des équipes. Cependant, ces forces en question représentaient déjà le corps d'une armée révolutionnaire. En mars 1970, cette dernière prit officiellement le nom de Force armée populaire de libération nationale du Cambodge, le FAPLNC. Paragraphe 115. La restructuration formelle des forces armées fut rendue publique en juillet 1975, à l'occasion d'un rassemblement qui fut officiellement qualifié d'importante conférence politique à l'attention des 3000 représentants environ de toutes les unités de l'armée révolutionnaire, et lors duquel le camarade chef du comité suprême militaire du parti s'est adressé à l'audience. L'ARK a reçu l'assistance d'experts et des équipements militaires provenant d'autres pays, principalement de la Chine. B. Le rôle de l'ARK. Paragraphe 116. Le rôle de l'armée révolutionnaire du Kampuchea est défini dans deux documents fondamentaux relatifs à l'organisation du Kampuchea démocratique. L'article 19 de la Constitution assigné à l'ARC deux objectifs: défendre les résultats de la révolution, défendre le pays correctement, ainsi que les travaux d'édification du pays. Selon l'article 27 des statuts du Parti communiste du Kampuchea, l'armée révolutionnaire du Kampuchea était responsable à la fois de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure. Elle devait de manière générale participer à l'édification du pays. Cette conception du rôle de l'armée révolutionnaire du Kampuchea fut réitérée dans de multiples publications du PCK et à l'occasion d'innombrables réunions organisées par le parti. Paragraphe 117. La principale fonction de l'ARC était d'assurer la sécurité extérieure ou la défense nationale, en particulier dans le contexte du conflit armé qui opposait le Kampuchea démocratique à la République socialiste du Vietnam et des différents frontaliers. Par sécurité intérieure, il fallait comprendre la défense du régime contre les ennemis et les espions présumés
qui sévissaient au sein des forces armées du parti et dans le pays tout entier. Paragraphe 118. Par l'expression « édification du pays », le parti attribuait à l'ARC la responsabilité d'assurer la prospérité et d'accroître le niveau de vie de la population, ainsi que celle d'œuvrer en faveur de la réalisation de l'objectif du plan de 4 ans, à savoir récolter 3 tonnes de riz par hectare. En outre, chaque unité militaire, hormis les troupes stationnées aux frontières, était censée subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Les organes militaires du centre du PCK, le comité militaire du comité central, paragraphe 119. Le comité militaire ou comité suprême militaire était un organe du comité central qui, au plus tard, fut créé en 1970 et qui vit son existence confirmée au 4e congrès du parti. Étant donné la nature originale des attributions des forces armées du CPK, combinant la sécurité et les tâches purement militaires, le comité militaire a encore été appelé comité de sécurité ou comité militaire et de sécurité. Étaient également rattachés au comité central des assistants investis de responsabilités militaires. Paragraphe 120. Le comité militaire agissait en tant qu'organe du centre du parti, assurant par là même le contrôle de l'armée révolutionnaire du Kampuchea par le centre. Le comité central et le comité militaire se réunissaient parfois en session commune pour décider des questions militaires, exerçant un commandement stratégique unifié sur les forces armées. Paragraphe 121. Dans des interviews, Ieng Sary a affirmé que le comité militaire et de sécurité était composé de Pol Pot, de Nuon Chea et de Son Sen. Parmi les autres membres du comité militaire figuraient Sao Pim et Tamok, bien qu'ils fussent probablement investis de responsabilités plus limitées. Selon des témoins, Von Vet et Kay Pok auraient également été membres du comité militaire. Pol Pot continua de présider le comité militaire après le 17 avril 1975. Nuon Chea reconnaît que pareil organe a existé et que mais il a fermement nié en avoir été membre. Plusieurs témoins, y compris Ieng Sary, affirment toutefois qu'il en fut membre. Paragraphe 122. Le comité militaire et de sécurité décidait des questions militaires et de sécurité, en particulier des exécutions, l'opération de S-21, d'autres endroits secrets, des agents secrets et des questions générales. Ieng Sary affirme en outre que le dit comité faisait rapport au comité permanent après avoir reçu des rapports des zones, précisant qu'il avait personnellement été le témoin de comptes rendus sur la sécurité. Paragraphe 123. Compte tenu, semble-t-il, de leur position dans le comité militaire, Pol Pot, Nuon Chea et Son Sen avaient l'entière responsabilité de S-21 et de la politique de sécurité en général. Son Sen rencontrait et coordonnait ses activités régulièrement avec les autres membres du comité permanent, assurant ainsi aux dirigeants du PCK d'être en permanence au courant de la situation et de contrôler les activités de l'ARC. L'état-major, paragraphe 124. Le principal organe de l'armée révolutionnaire du Kampuchea était l'état-major. Au cours d'une réunion du comité permanent du Parti communiste du Kampuchea qui s'éteint le 9 octobre 1975, Son Sen était
responsable de l'état-major de la sécurité, tandis que Pol Pot fut investi de la responsabilité générale de l'armée. En tant que chef d'état-major, Son Sen était le destinataire des rapports et c'est lui qui donnait les ordres. Paragraphe 125. L'état-major était responsable du commandement et de l'administration des forces armées. Il assurait la coordination à l'échelon central de diverses tâches, parmi lesquelles la création de divisions, les questions d'organisation, le renseignement, les installations militaires, la planification, la logistique, l'approvisionnement en armes, en munitions, en vivres, en uniformes, en médicaments, ainsi que le transport, et donner les ordres de mouvement aux divisions. L'état-major avait également le pouvoir de destituer de leurs fonctions les secrétaires et autres cadres des divisions du centre. Alors que les nominations aux principaux postes des divisions du centre étaient faites au nom du comité central par Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary et Son Sen. Pour mettre en œuvre la ligne et la politique du parti, l'état-major organisait des sessions d'études à l'intention de cadres choisis, ainsi qu'à intervalles réguliers, des réunions des chefs de division du centre et des régiments indépendants pour qu'ils lui fassent rapport et à son tour leur donner des instructions sur différents sujets. La composition de l'armée révolutionnaire du Kampuchea, paragraphe 126. Au terme de l'article 19 de la Constitution du Kampuchea démocratique, les trois composantes de l'armée révolutionnaire du Kampuchea étaient l'armée régulière, l'armée régionale et les guerrilleros. Toutes les trois étaient placées sous l'autorité absolue du Parti communiste du Kampuchea. Les forces armées révolutionnaires comprenaient l'armée régulière du centre et toutes les unités militaires locales qui, en fin de compte, étaient toutes placées sous le commandement du comité central et de son comité militaire. À l'instar des organes de l'État, l'armée révolutionnaire du Kampuchea était qualifiée d'instrument de la dictature du parti. L'armée régulière, paragraphe 127. L'armée régulière était composée de divisions et de régiments indépendants. Les divisions comprenaient les divisions qui relevaient directement du centre et les divisions régionales. Dans la plupart des cas, une division se composait de 3 régiments, un régiment de 3 bataillons et un bataillon de 3 compagnies. Les divisions du centre, paragraphe 128. Les divisions du centre, à l'instar des régiments indépendants, recevaient directement leurs ordres du centre. Elles étaient les principales forces militaires de l'armée révolutionnaire du Kampuchea et en tant que telles, elles accomplissaient l'essentiel des opérations militaires contre les ennemis externes. Paragraphe 129. À l'époque du Kampuchea démocratique, les divisions du centre étaient fréquemment renommées, dissoutes ou fusionnées entre elles. Au mois de mars 1977, les forces du centre comprenaient les divisions 801, 703, 310, 450, 170, 290, 502, 920 et 164, ainsi que les régiments indépendants 152, 377 et 488. Paragraphe 130. L'armée révolutionnaire du Kampuchea créa également 2 commandements de terrain intégrés, chacun d'eux contrôlant directement les opérations de plusieurs divisions. Tous 2 étaient situés dans la zone Est. Le premier quartier général de terrain était basé sur la route 1 dans le secteur 23. Il était commandé par Son Sen
et était composé des divisions 703, 340, 221, 460, 805, 210, 230, 250 et 270. Le second était basé sur la route nationale 7, là encore dans la zone Est. Il comprenait la division 207, ex-division 310, la division 603, ex-division 450, la division 280 et la division 175, auxquels s'ajoutaient des éléments de la division 502 et des forces de la zone centrale, ancienne zone nord. Au début, le quartier général de terrain de la route 7 était commandé par Sao Pim, son adjoint étant Kepork, alors que après la purge et son suicide, Sao Pim fut remplacé par Son Sen. ត្រូវបានបោះសម្អាត Paragraphe 131. Les divisions du centre furent l'objet de purges draconiennes qui conduisirent à un changement de nom ou à leur fusion avec d'autres divisions. Ce fut en particulier le cas des divisions 310, 450 et 920, dans le cadre des purges menées dans la zone nord dont elles émanaient. Par suite de ces purges, la division 310 et la division 450 devinrent respectivement la division 207 et la division 603. Paragraphe 132. La réorganisation des divisions intervint également par suite de l'intensification du conflit armé avec le Vietnam à compter de la fin de l'année 1977. Elle s'accompagna de la création de plusieurs nouvelles divisions du centre, nées de l'accroissement et de la réorganisation des unités de la zone sud-ouest. Parmi celles-ci figuraient les divisions 340, 221, 440, 460, 210, 230, 250 et 270. Les armées de zone. Paragraphe 133. Au sein de l'ARK, le président interrompt. Merci, Madame la greffière. Le président. Voilà qui met fin à l'audience d'aujourd'hui. Nous allons donc lever l'audience et reprendre les débats demain.
mercredi 3 octobre 2012, dès 9 h. Demain, nous continuerons d'entendre les passages pertinents de l'ordonnance de clôture dans le cadre du procès 002/01, à savoir les faits pour la troisième phase de ce procès. Nous entendrons la déposition du témoin TCW 428 par la suite. Le témoin était présent aujourd'hui comme témoin additionnel. Et comparaîtra demain également. Garde de sécurité. Veuillez ramener les accusés que Sampan et Nguyen au centre de détention et vous assurer qu'ils soient de retour au prétoire demain matin avant 9 h. L'audience est levée. សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ